Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission 5 sur 7 matin. Nous sommes le mardi 11 février 2025 et nous sommes heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur votre rendez-vous matinal sur la chaîne du service public. Aujourd'hui, nous parlerons de l'environnement. Oui, mardi, nous parlons environnement, nous parlons également santé et nous allons parler aujourd'hui dans le débat du jour du péril fécal que court donc le Grand Nokoué. On va en parler avec nos spécialistes sur ce plateau. Mais avant, on va parler également des plantes médicinales dans leur rôle dans la sauvegarde de l'environnement. Et vous savez que nous ferons également un tour chez le sage qui nous donne sa parole chaque matin quand il le peut. Allez, mais avant tout ceci, ça va être l'ouverture du bal qui va se passer avec le premier rendez-vous de l'information. Le bulletin de l'information, ça va être avec Marcela Rossi. Donc voici. Le bulletin d'information avec vous, Marcela Rossi, bonjour. Alain, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue donc au premier grand format de l'actualité sur Bénin Télévision. Comment évoluent les chantiers du programme d'action du gouvernement au bénéfice des populations? Si les citoyens sont légitimes à l'exiger, au gouvernement, de rendre compte semble devenir impérieux. Tenez, le porte-parole du gouvernement arpente les contrées pour poursuivre une pédagogie itinérante. C'est par l'exécution de l'hymne national que la séance de vulgarisation du PAG a démarré dans cette salle de réunion de la mairie de Zanyanando. Qu'il vous souvienne que depuis 2016, le Bénin est rentré dans une transformation notable au niveau de tous les secteurs d'activité. En 8 ans, nous avons fait plus d'aménagements hydro-agricoles qu'on en a fait au Bénin en 60 ans. Et il y a à peine 2-3 mois, en Conseil des ministres, on a annoncé de nouvelles études pour plus de 6000 hectares d'aménagement encore hydro-agricoles. Parce qu'on veut que l'agriculture se développe. La même chose pour la belle île à Gonvert de Saint-Lando ici. En plus d'être économique, c'est un potentiel touristique. Je reviens sur la route, parce que le président lui-même, il a dit, s'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est tout autant vrai que la route fait manger, parce que la route fait faire des économies. Et la route permet le développement d'activités économiques tout autour. Mais au-delà de tout, Zanyanando est témoin et bénéficiaire des actions du gouvernement. La modernisation des infrastructures routières, notamment le bitumage de l'axe Banamek-Paouyan, qui facilite désormais la mobilité et booste l'économie locale. Nos écoles connaissent une amélioration significative grâce à la couverture totale en enseignants, la présence effective des cantines scolaires et la professionnalisation de l'enseignement avec la mise en place d'un lycée technique et agricole qui contribuera à la formation des jeunes dans des métiers porteurs. Ici, nous avons d'énormes problèmes de sécurité par le passé. Surtout avec la gestion de la transhumance chaque année. Aujourd'hui, il y a un commissariat à Dantan, à Manamé, à Pédépo, sans oublier Zanyanando Centre ici. Les doléances évoquées, tant en langue locale qu'en français, portent sur le redressement des AME en ACDPE, des cas de licenciement enregistrés, les conflits liés à la transhumance. En ce qui concerne le sujet de la transhumance, c'est très difficile, mais nous essayons. Je sais qu'il y a des séances de sensibilisation que les préfets organisent avec tous les acteurs. Donc le président nous demande d'éviter de stigmatiser pour que la coexistence pacifique se fasse. Et nous allons continuer à traiter le problème jusqu'à parvenir à le maîtriser. Le projet de sédentarisation de l'élevage est en cours. Vous avez parlé aussi des AME. C'est nous qui avons annoncé qu'on va faire le redressement. En toute responsabilité, quand on a regardé l'impact, on s'est dit non, on va y aller pas à pas. Et dans le budget 2025, c'est prévu 3 000 ou 3 500 qu'on doit reverser. Le premier lot. Ceux qui sont de la promotion 2019. L'être humain est un éternel insatisfait. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est hyper important de la poser d'abord en disant merci.
Et ce n'est qu'après ça que nous pourrons dire, mais ça ne nous suffit pas. On a enregistré des plaintes comme quoi, pour les examens des CQM passés, les artisans, ils n'ont pas eu leur diplôme. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que c'est prêt. Il faut saluer l'initiateur de cette séance et saluer aussi le porte-parole du gouvernement qui a accepté de faire le déplacement malgré son jour de repos. Et c'est l'occasion pour nous aussi de prendre en compte ce qui se passe à Zayanado. Et donc la population de Zayanado souhaite aussi avoir son marché. On a écouté aujourd'hui maintenant que notre président a fait beaucoup de choses à Zayanado. Les femmes par exemple, si le secrétaire n'était pas venu ici maintenant, on ne saura pas si le président Talon a fait ce genre de choses. Vraiment, nous remercions ces actions. Nous sommes prêts pour accompagner les programmes d'actions. Bertin Kaovi, prêcheur pro-présidentiel, a entrepris un catéchisme pour la poursuite du magistère Talon. Ce dernier a beau refuser un troisième mandat, qu'importe, le président de la Dynamique continue à rencontrer la presse à Cotonou à cet effet sous le thème « Démocratie, alternance et développement, quelle voie pour le Bénin ?» Bertin Kaovi dit être porteur d'un message des populations de l'Alibouri au président Patrice Talon. On l'écoute. J'ai échangé avec les populations de l'Alibouri qui m'ont fait part de leurs préoccupations et de leur engagement pour l'avenir du Bénin. Elles m'ont chargé de transmettre un message clair et puissant au président Patrice Talon. Elles sont prêtes à descendre à la Cour constitutionnelle pour exiger qu'il continue de diriger et de construire le Bénin après 2026. Et ce, pour au moins 10 ans encore. Le peuple béninois reconnaît l'impact des réformes et des transformations engagées sous son leadership, le leadership de Patrice Talon. Les citoyens veulent la continuité, la stabilité, le développement durable, plutôt que des changements brusques qui pourraient compromettre les acquis obtenus. En Afrique, nous avons souvent adopté l'alternance comme un dogme absolu, sans nous poser la question de l'impact de cette alternance sur le développement. Les changements fréquents de dirigeants ont entraîné des ruptures dans les stratégies économiques, une instabilité institutionnelle et une gestion à courte vue. La démocratie signifie-t-elle l'alternance après 2 mandats? La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Elle n'est pas synonyme de limitation stricte des mandats, mais plutôt d'un choix libre et souverain des citoyens. Nous avons au Bénin un chef, son Excellence Patrice Talon, qui a démontré sa capacité à transformer notre pays en profondeur. Il m'a surpris au-delà de tout entendement. Nous ne pouvons pas, au nom d'un principe aveugle d'alternance, sacrifier cette dynamique. C'est pourquoi la dynamique Talon continue. À Sinandé, un tour tout à présent où des citoyens enthousiastes se sont mobilisés pour saluer les efforts du gouvernement. Ils sont particulièrement épatés par l'ouvrage routier reliant Guissou Sud à Fort-Bourré et Sinandé. Reportage Abdolofou Idrissou et Enoch Mpati. Debout comme un seul homme, toute la population de Siki, un arrondissement de Sinandé, témoigne sa gratitude au chef de l'État, Patrice Talon.
En marge de sa tournée à Sinandé, cette population charge le ministre conseiller aux Affaires sociales et au Travail de transmettre sa reconnaissance pour la réalisation de la route Guessou Sud-Fort-Bouré-Sinandé. Toute notre gratitude et notre reconnaissance envers tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Tant qu'il est toujours soucieux du développement, nous sommes toujours derrière lui. Nous tenons à demander que la voie qui vient à Sinandé puisse continuer et atteindre Birououé. Merci au président de la République. Une bonne santé pour lui, une bonne santé pour son gouvernement. On dit souvent le développement passe par le développement pour la route. Effectivement, c'est vrai. Et c'est grâce à Patrice Talon que Sinandé a connu le bitume. Des gouverneurs se sont succédés depuis l'indépendance. Et c'est lui qui a eu le courage, qui a eu l'audace de penser à la commune de Sinandé. Nous tenons quand même à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour la commune de Sinandé. Tout le monde est en joie, tout le monde est ravi de ce que le pays a fait à notre égard. Aujourd'hui, on part comme si vraiment c'était un avion qui passe en haut. Et en matière d'habillement, tu peux t'habiller en blanc. Le goudron nous a permis de voir tout ça. Nous le remercions infiniment. Regardez où nous sommes. Cette route, construite pour la commune de Sinandé, est l'œuvre du président Patrice Talon. Rendons-lui hommage et applaudissons son engagement pour le pays. Grâce à cette infrastructure, Sinandé sort des difficultés et se hisse désormais au rang des villes désenclavées, bénéficiant ainsi du développement impulsé par le gouvernement. Et des infrastructures marchandes modernes ornent désormais les rues à travers tout le Bénin. Le contraste est saisissant avec les vieux espaces marchands. L'impact économique aussi au bout de la construction de ces marchés modernes en bonifie la perspective. Le dossier économie est présenté par Jennifer Sativi et Oncesla Savaimon. Système d'échange où se confrontent l'offre et la demande, le marché, plateforme par excellence du commerce, est connu pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Au Bénin, le secteur bénéficie depuis peu d'une attention particulière à travers la construction de marchés de type moderne conformes aux normes internationales. Nous étions au bord de la rue, mais aujourd'hui maintenant, on peut se vanter d'être dans un local idéal pour mieux exercer notre métier. On était dans un bas-fond, ça n'a pas été du tout facile. La marche a été très longue, mais aujourd'hui, nous disons merci au chef d'État, nous disons merci à tous ceux qui ont collaboré. Nous avons débuté l'ouverture avec le marché de Kadjaon, lequel marché comporte 50 places. Lorsque nous avons fini d'ouvrir le marché de Kadjaon, nous sommes allés sur d'autres sites et en fin décembre 2024, nous avons réussi avec l'effort de chacun de nous, de la population et des marchands, à ouvrir au total 14 marchés sur toute l'étendue du territoire national. La mise en place de ces nouveaux marchés peut également se révéler être une opportunité pour l'économie locale. L'aspect attractif et sécurisé peut attirer bien plus d'usagers. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer par se ruer vers ces marchés-là pour s'approvisionner. Ça permet également aux gens de capter d'autres personnes qui vont chercher désormais à occuper des places dans ces marchés-là respectifs pour que la production locale soit vraiment relancée. Vous comprenez avec moi que c'est l'économie béninoise qui va gagner en entièreté parce qu'on va relancer l'économie à court terme à travers la consommation parce qu'autant que nous allons dans les marchés et nous consommons et ce n'est qu'à travers la consommation que nous pouvons relancer l'économie à court terme. L'occupation des stands n'étant pour l'heure soumis à aucun frais, il n'en demeure pas moins que les marchands pourront participer à l'entretien une fois un prix fixé. Ce n'est pas une vision business, c'est une vision accompagnement, d'accord, assistance pour que nous puissions vraiment avoir des marchés modernes à des standards sur le plan international, pouvant nous permettre alors de dire, bon, on a relevé le niveau quand même de nos marchés. Les bonnes dames même savent qu'elles ne peuvent pas occuper l'espace de façon gratuite, de façon éternelle. Ça doit venir forcément à un moment donné que vous allez contribuer un tout petit peu à couvrir parce qu'il y a aussi des charges. Je pense que le moment venu, ce n'est pas quelque chose qui va dépasser les marchands. Ils savent de toutes les façons que même si c'est des infrastructures marchandes qui sont mises en exploitation, sont des sites sociaux, donc mis à la disposition de la population, il n'en demeure pas moins que les marchands participent un peu
à la chose en soutenant l'activité, en soutenant ce qui se fait. L'accent a également été mis sur la grande capacité d'accueil des espaces afin de satisfaire le maximum de marchands. Le gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon a fait construire les marchés avec de très grandes capacités. Aujourd'hui, lorsque nous avons fini d'installer les marchands, nous avons laissé des places, beaucoup de places, je dirais, dans les marchés. La programmation veut que ces marchands donc de détail qui se retrouvent à Dantokpa rejoignent les marchés de détail. En dehors des 14 marchés modernes officiellement ouverts, 7 autres marchés de détail seront bientôt inaugurés sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le pôle agricole du Grand Nokoué et le pôle général commercial Mathieu Kérékou. Comment échapper aux arnaques, attaques informatiques et autres abus liés à la manipulation de nos données personnelles? Chaque jour, les victimes se multiplient. Un expert nous éclaire sur les dispositifs de protection des données personnelles. Noah Agbafa Padonou est ingénieur des systèmes d'information au micro de Géniala Fouda Moussi Aboka. Quand nous parlons de données personnelles, nous parlons de tout ce qui est nominatif, tout ce qui permet de reconnaître, d'identifier un individu. On dira, ce sont ses données personnelles, c'est son nom, c'est son prénom, c'est son numéro de téléphone, c'est sa date de naissance, c'est le numéro de sa carte bancaire, c'est le numéro de son numéro bancaire. Tout ce qui permet d'identifier la personne est appelée données personnelles. Le Bénin dispose d'un arsenal juridique qui permet de protéger les données personnelles de ses habitants. Mais cet arsenal juridique est peut-être moins connu des habitants même qui doivent être protégés. Parce que l'État est allé jusqu'à mettre en place une institution, l'Agence de protection des données personnelles. Cette agence qui veille tout le temps à l'application de cette disposition juridique. Lorsque quelqu'un sort un site internet et qu'il doit récolter des informations liées à ses clients, à ses individus, vous allez voir, on impose à ce site internet d'aller recevoir d'abord une autorisation au niveau de l'APDP. Lorsque quelqu'un vient, vous allez voir, l'APDP organise aujourd'hui des formations, des sensibilisations. Vous allez voir, au-delà de l'APDP, vous allez voir l'ANIP aussi, qui est aussi une agence qui permet de collecter les données personnelles, enfin une partie des données personnelles qui les protège et qui, à tout moment aussi, fait des sensibilisations. Le ministère du numérique aussi œuvre à la protection. Donc, nous avons l'arsenal juridique et nous avons les institutions qui sont mises en place qui contribuent à la protection des données personnelles. Mais les données personnelles, au-delà des institutions, au-delà même de l'arsenal juridique, les données personnelles, la première personne qui doit protéger ces données, c'est d'abord l'individu parce que c'est lui qui les met à disposition du tiers. Zoom à présent sur de précieuses sources de protéines végétales réputées riches et propices pour la santé. Les légumineuses, elles étaient à l'honneur le 10 février, une occasion pour mettre en lumière les bienfaits nutritionnels de ces légumes secs. Et si on revisitait valeurs et vertus des légumineuses avec Amandine Niambosso. Riches de leur diversité, couleurs et protéines, les légumineuses s'offrent comme un véritable trésor alimentaire. Du haricot aux lentilles, les légumineuses sont une excellente source nutritive dont le plus adoré dans nos plats festifs reste encore le cassoulet. La qualité de leur rapport à l'organisme rend les légumineuses plus avantageuses pour leur coût comparé à la viande. Les légumineuses sont classées dans la catégorie des aliments protéinés, mais des protéines végétales. Et les protéines favorisent une bonne croissance chez les enfants. Et chez les adultes aussi, les protéines vont rentrer dans le métabolisme de certains nutriments. Et les protéines vont également favoriser les cicatrisations. Les légumineuses contiennent également du fer. Et le fer rentre dans la formation des globules rouges, donc prévient l'anémie. Et les légumineuses contiennent également d'autres nutriments, d'autres vitamines du complexe B, indispensables également au bon fonctionnement de l'organisme. Les légumineuses contiennent également des fibres
et les fibres vont jouer un rôle important dans la digestion. J'ai l'habitude de dire que chaque aliment a sa spécificité. Dans de nombreuses régions du monde, les légumineuses sont un aliment essentiel pour des millions de personnes. Mais pour bien bénéficier de leurs bienfaits, elles doivent être bien cuites. Les légumineuses contiennent des facteurs antinutritionnels qui vont interférer avec l'absorption de certains nutriments. Quand vous changez la première eau de cuisson, vous éliminez ces facteurs antinutritionnels qu'on appelle encryptophanes. Et également, en voulant cuisiner les légumineuses, il y en a qui se penchent vers du bicarbonate, de la potasse ou de la cendre pour accélérer la cuisson. C'est des choses qu'il faut éviter. Quand vous procédez ainsi, vous dénaturez vos légumineuses, vous mangez des aliments vides, vous ne bénéficiez plus des valeurs nutritives qui se retrouvent dans ces aliments. Et quand on parle de légumineuses, au Bénin, nous avons plusieurs légumineuses. Il faut varier son alimentation, consommer les légumineuses diversifiées, que ce ne soit pas toujours les mêmes légumineuses. Et en voulant cuisiner vos légumineuses, accompagnées avec assez de légumes. Au Bénin, actuellement, quand nous voulons consommer les légumineuses, nous nous penchons vers les fritures, les jars. C'est des choses qu'il faut éviter. Prenez de vos légumineuses avec des céréales et puis des légumes à côté. Ce 10 février, Journée mondiale des légumineuses, offre l'occasion de redécouvrir et promouvoir ces aliments aux multiples formes et vertus. Ces petites graines multicolores représentent l'un des précieux patrimoines alimentaires naturels de l'humanité. Wemehwe, la 15e édition de cette fête socio-culturelle se tient du 19 au 23 février prochain. Cette année, les retrouvailles auront lieu dans la commune des Agégué. Mais avant, le coordonnateur général alerte sur les spéculations autour du tissu emblématique retenu pour la fête, avec beaucoup d'autres informations utiles. Il est au micro de Estelle Pazou et Bernard Liaoui. Tout est fin prêt. Le site qui abrite Wemehwe, 15e édition, c'est les Agégué, précisément Goukon. Le tissu est à 18 000 et c'est le lieu de présenter mes excuses à toute la population, à nos sympathisants et même à la diaspora qui réclame ce païen. Mais dommage, nous avons des gens qui spéculent, qui prennent le tissu à 18 000 et qui vont exposer au marché d'Antokpa pour revendre à 25 000, à 30 000, à 32 000. Et je voudrais profiter pour lancer un appel à tous les Wéménous, à tous les sympathisants, à tous ceux qui aiment vraiment Wémé, de ne pas aller acheter les tissus à plus de 18 000. Je vous invite tous à porter les tissus de Wemehwe des éditions passées pour venir à Wemehwe. Ceux qui n'ont pas les tissus des éditions passées, ils peuvent se mettre en blanc et mettre le chapeau, ou nous avons encore des t-shirts et casquettes pour venir à la fête. Wemehwe commence à partir du 19 février jusqu'au 23. Nous allons réfléchir sur les projets mis en place par le gouvernement pour accompagner le développement de la vallée. C'est le lieu de lancer un appel à tous ceux qui croient qu'il faut toujours passer par la BAC motorisée pour aller aux Agégué. Parce que beaucoup nous appellent en nous demandant où est-ce qu'il faut prendre la BAC motorisée. Je vous le dis, Agégué est désenclavé complètement. C'est du goudron à partir de Vacon jusque sur le site des Agégué. Et c'est le lieu de remercier le gouvernement qui nous a donné ce joyau. Donc, je vous invite tous aux Agégué avec vos voitures, vos motos. Vous n'avez pas besoin de prendre la BAC motorisée. En prélude à la grande tournée de sensibilisation pour le maintien, la promotion de la paix et l'unité nationale au Bénin, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Déoumalé, était au contact des têtes couronnées dignitaires et sages du département du Koufou. Avec ces dépositaires de nos traditions, il est question de communier pour une meilleure pédagogie autour des différentes lois électorales.
fait, le Bénin est un et indivisible. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser le code électoral pour entraîner la jeunesse dans une rébellion, dans un incivisme qui ne dit pas son nom. Ils estiment que, en l'état, le code électoral est chrysogène et que si on va aux élections avec ce code, il y a des possibilités qu'il y ait des affrontements. Et ils tablent sur deux aspects. Le parrainage est une mesure exclusive que les 20% sont taillés sur mesure. Alors, si vous avez des répondants, des élus qui proviennent de plusieurs départements, ça prouve que votre parti politique a une envergure nationale. Il n'est même pas question de 20% de ceux qui sont en âge de voter, ni de 20% de ceux qui détiennent les cartes d'électeurs. C'est 20% de ceux qui ont exprimé valablement leur suffrage. Nous avons voulu d'abord nous entretenir avec les dépositaires du patrimoine culturel. Ils ont pris des engagements fermes à nous accompagner dans la recherche de la paix et de la quiétude, surtout en période électorale. Lorsque vous vous mettez au travers de la loi, vous serez sanctionné. Donc il n'est pas question qu'on aille aux élections avec des troubles. La Constitution sera respectée. C'est le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a fait écrire dans la Constitution que nul de son vivant ne peut être candidat, ne peut être président 3 fois. Je ne sais pas pourquoi les gens s'acharnent à créer la polémique autour. La Constitution sera respectée. Ainsi s'achève donc ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h, puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Mon cher Marcel Arossi, merci d'avoir présenté ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, nous restons dans le même sillage pour retrouver les quotidiens et ne serait-ce qu'avoir une idée de ce qui fait la une de ces journaux ce matin. Ça va être avec Marcel Arossi. Voici le tapis qu'il introduit. Les journaux ont certainement des informations à nous donner. Marcel Arossi, à nouveau bonjour. Mais sûrement des informations. Bienvenue donc pour la revue des titres des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction aujourd'hui, 11 février 2025. Nous démarrons par le quotidien Fraternité, élection consulaire à la CCI Bénin. Arnold Akakpo reconduit à l'unanimité. La liste des coordonnateurs des régions économiques du Bénin est à retrouver dans la parution du jour du quotidien Fraternité. Le matinal, eau potable pour tous au Bénin, un combat presque gagné à Savet. En manchette, eau potable pour tous au Bénin, un combat presque gagné à Savet selon le matinal. Le matin, Maroc, réunion des présidents des parlements des États africains. Louis Béounou Vlavonou porte la voix du Parlement béninois. Diplomatie économique, un nouveau paradigme. Le Bénin parmi les pays en avant-garde en Afrique. Matin libre. Justice et droits fondamentaux, l'UJAB fait le procès de la rupture. Les avocats commis d'office impayés depuis 2020 selon Matin Libre. La nation, destination sans visa, le passeport béninois, le plus influent de la zone UEMOA, déclare le quotidien de service public aujourd'hui. L'économiste du Bénin, microfinance au Bénin, à fin septembre 2024, hausse de 2,2 milliards de francs CFA des dépôts dans les systèmes financiers décentralisés. Palmarès, meeting avorté du parti Les Démocrates à Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandinou clarifie, les deux camps se rejettent le tort. L'emblème du jour présidentiel 2026 au Bénin, Janvier Yahweh-Deou redoute l'après-talon. Ouakatsira trompe en trombe des Africains en détresse. Le pays, sanction de Washington contre Pretoria, c'est du Trump, tout craché. Le pays encore, intelligence artificielle et développement, l'Afrique doit savoir en tirer le meilleur profit. Ouakatsira,
Les Nigériens tiendront des assises nationales du 15 au 19 février 2025 pour définir la feuille de route de la transition selon un décret du président, le général Abdourahmane Tiani, en date du samedi 8 février 2025. Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci Marcel Akhossi, on vous retrouve tout à l'heure pour beaucoup plus de détails avec les parutions de ce matin. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une courte pause pour vous retrouver juste après. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.com
bénin.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet POSEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux, si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on essaie à chaque fois de leur répéter le pâturage naturel, qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. C'est celui qui a l'habitude d'aller chercher de l'eau au marigot qui peut briser la gourde. C'est ce que le sage nous dit ce matin. C'est celui qui a l'habitude d'aller chercher de l'eau au marigot qui casse la gourde. C'est un proverbe africain. C'est celui qui va chercher de l'eau au marigot qui casse la gourde. Pour nous dire tout simplement, c'est celui qui a l'habitude de faire quelque chose. C'est celui qui prend le risque d'engager une action qui peut se tromper. Seul celui qui ne fait rien ne peut jamais se tromper. Seul celui qui ne fait rien ne peut faire des erreurs. Si vous faites des erreurs, si vous commettez des erreurs, si vous tombez, relevez-vous. Si vous commettez des impairs, cela peut arriver. On peut travailler à ce que cela ne se répète plus réellement, mais il faut prendre le risque d'avancer. Car si en arrière, l'on vous critique, si en arrière, l'on parle mal de vous, eh bien, pendant que vous êtes dans le feu de l'action, ce n'est pas forcément un problème. Parce que vous avez pris le risque d'aller au front. Vous avez pris le risque de vous mettre en action. Alors, si vous allez chercher de l'eau au marigot, il peut arriver que la gourde se casse. Ce n'est pas grave. On va s'arranger pour trouver une autre gourde pour que le village ait toujours de l'eau. Mais, si vous vous focalisez sur le fait que la gourde soit brisée, si vous focalisez sur le fait que les critiques pleuvent parce que la gourde est cassée, eh bien, on risque de manquer d'eau. Alors, le sage nous dit ce matin de nous focaliser sur nos objectifs, sur nos actions, pour pouvoir atteindre, pour avoir les résultats que nous comptons avoir. Et donc, seul celui qui ne fait rien ne peut commettre des erreurs. Mais tant que vous allez au marigot chercher de l'eau, il est possible que la gourde se casse. Allez, nous, on ne va pas casser la gourde ce matin, bien au contraire, on va parler de sauvegarde de l'environnement et on va voir un peu le rôle que jouent les plantes médicinales dans ce processus. Ça va être avec Monsieur Environnement Maison. Voici le jingle qu'il installe.
Il est bien là, William Apollinaire Tchoki. Mon cher Tchoki, bonjour. Bonjour Alain Sotouma. Alors, ce matin, avec votre invité, vous avez décidé de nous parler des plantes médicinales. Tout à fait. Elles sont dotées de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé humaine et pour aussi animale, si vous voulez. On les retrouve dans différents écosystèmes, notamment dans les forêts sacrées ou encore les jardins botaniques. Aujourd'hui, on parlera bien sûr des plantes médicinales, leur importance dans la sauvegarde de l'environnement. Et nous avons comme invité ce matin Alain Aimé Agbomayena. C'est bien ça? J'ai bien prononcé le nom? Agbomayena. Ah, c'est Agbomayena. Pardon? Ça veut dire quoi déjà? On n'immole pas le bélier pour un sacrifice au vaudou. Non. Ah, ça fait partie des interdits. Quoi. Ok, d'accord. Donc, Agbomayena. Voilà. C'est carrément un nom incantatoire, alors. Ah oui, c'est l'incantation. Ça y ressemble. En tout cas. En tout cas, vous êtes professeur certifié des sciences naturelles et aussi phytothérapeute. Alors, quand on parle de plantes médicinales, plantes tout court, quelle différence peut-on faire? Comme le nom l'indique déjà, plante médicinale, ça veut dire que c'est une plante utilisée par un médecin. Or, le médecin est là pour soigner. Et du coup, les plantes médicinales, ce sont des plantes qui sont utilisées pour traiter des maladies. Et l'homme pris dans sa dimension, dans toute sa dimension, que ce soit la dimension physique et la dimension spirituelle, ces plantes médicinales vont au-delà du traitement physique. Et ces plantes interviennent aussi au niveau du traitement spirituel. Alors, vous voulez dire que quand on prend une plante tout court, que ces plantes n'ont pas aussi de propriété, n'ont pas de richesse, n'ont pas quelque chose d'important qu'on pourrait utiliser? Absolument, c'est ce que je disais tantôt. Dans le domaine médical, ces plantes regorgent beaucoup de principes actifs qui sont exploités pour le bien-être physique et spirituel de l'individu. Et ce n'est pas pour rien que vous allez voir, quand vous rentrez dans un jardin, vous avez parlé des forêts sacrées. Il y a beaucoup de plantes qui répondent à ces critères. Et du coup, ces jardins ou bien ces forêts ne sont pas sacrées seulement par hasard, elles sont sacrées parce qu'elles prennent soin de nous, elles prennent soin de notre vie. Nous devons tout faire pour protéger ces forêts, pour protéger ces jardins et les valoriser. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre pays, qu'on valorise très peu ces plantes médicinales? C'est ce que vous voulez dire? Vous savez, il y a d'abord un problème qui se pose. C'est-à-dire, depuis l'époque coloniale, vous avez vu, avant l'arrivée des colons, nos parents ne se soignaient que grâce avec la nature. Ils se basent sur les éléments naturels pour se soigner. Même aujourd'hui encore, nous prenons la tisane. L'époque coloniale, on a connu l'époque coloniale, vous savez, il y a une certaine rivalité. Ceux qui sont venus nous envahir n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser directement ces éléments naturels. Le mot est fort, envahir. Et oui, parce que jusqu'à présent, vous voyez, ce sont les médecins formés dans nos écoles de médecine qui ont la charge de gouverner le système sanitaire. Or, ceux-là sont formés prioritairement pour vanter les mérites des médicaments qui se trouvent dans nos pharmacies. Et du coup, beaucoup se disent, est-ce que cette forme de médecine peut être valorisée? Qu'on a dans les pharmacies, le principe actif est tiré des plantes, après tout. Pour la plupart, c'est ça. Mais le problème, c'est quoi? En médecine naturelle, médecine africaine, de toute façon, nous allons directement dans la nature pour chercher les éléments naturels, que ce soit du monde végétal, du monde animal ou du monde minéral. C'est vrai qu'avec la technologie et avec les différentes formations, il y a beaucoup de transformations aussi qui se font au niveau de la médecine africaine. Mais beaucoup continuent d'être réticents pour se dire, est-ce qu'on va continuer à faire confiance à cette forme de médecine? Laquelle, traditionnelle ou bien moderne? La médecine traditionnelle. Moi, j'ai une question, avec la permission de William Tchoki. Quand vous avez parlé de réticence, le mot est là, tout le problème est là. Si aujourd'hui, la majeure partie des
je ne dirais pas des Béninois seulement, ou des Africains aussi, ont de la réticence à aller vers la phytothérapie. Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce qu'il y a un problème de dosage dans les tisanes que vous proposez, mais dans les produits que vous proposez? Oui, monsieur le général, il y a quelque chose que je vais rectifier. La majeure partie n'est pas réticente, c'est plutôt le contraire. Beaucoup vont vers la médecine traditionnelle. Et les statistiques de l'OMS le démontrent, disent que quoi qu'on dise, la plupart des Africains font confiance à la médecine traditionnelle. Mais nous qui avons connu l'école coloniale et qui, d'une manière ou d'une autre, sommes victimes de la colonisation mentale. Disons un peu le monde occidental. Voilà, le monde occidental, c'est nous qui sommes le plus souvent réticents. Le plus souvent réticents. Et ce problème de dosage, je pense que cette question, ça vient tous les jours. Hein, ça vient tous les jours. Mais je vous avoue que, en tant que spécialiste des plantes médicinales, nous n'avons pas un problème de dosage. C'est surtout les détracteurs, les détracteurs de la médecine africaine qui chantent cette affaire de dosage, parce que la dose, au fait, ici, c'est la quantité de médicaments utilisés en une prise. Et lorsque vous vous rapprochez d'un spécialiste de la médecine africaine, il va vous dire avec précision le produit que je vous conseille, voilà comment il faut l'utiliser. D'accord. Notre entretien tourne autour du rôle de ces plantes-là dans la sauvegarde de l'environnement. Revenons sur les forêts sacrées. Généralement, quand on parle de forêts sacrées, c'est parce que les gens ont l'idée que là-bas, il y a des divinités, c'est pourquoi on a mis forêts sacrées. Mais au-delà de ces divinités qui se trouveraient dans ces forêts sacrées, est-ce que les forêts abritent des plantes dont la sauvegarde est vitale pour le reste de la population? Absolument, et moi je souhaite même que toutes les forêts au Bénin soient sacrées, parce que vous allez constater, s'il n'y avait pas ces forêts sacrées, on aurait même déjà saccagé beaucoup de forêts. Et ces plantes médicinales qui s'y trouvent, je l'ai dit tantôt, sauvent l'individu sur le plan physique et sur le plan spirituel. Quel est le caractère spirituel que ça présente? Et lorsque vous prenez par exemple les plantes que nous retrouvons généralement dans nos jardins ou dans ces forêts sacrées dont vous parlez, il y a par exemple des plantes activatrices, des plantes qui ont un effet amplificateur de nos désirs, de nos souhaits. Ah oui. Ce n'est pas pour rien par exemple que on vous dit formuler peut-être telle prière, il faut avoir quelques grains d'attacoum dans la bouche. C'est parce qu'on sait que cette plante, cette graine, puisque quand on dit graine, c'est issu d'une plante, ça a un effet activateur. Il y a par exemple des plantes qui s'y trouvent, qui ont un rôle anaphrodisiaque, c'est-à-dire ça refroidit les ardeurs. Tout Béninois sait que dans je vais le dire peut-être en fond, il y a ce qu'on appelle afianfoti. Afianfoti, par exemple, c'est des plantes qui sont utilisées pour que lorsqu'il y a la tension quelque part, si vous portez cette plante, ou bien si vous la manipulez, arrivez à l'endroit où la tension existe, vous allez voir que tout le monde se calme. Est-ce que ce n'est pas bon de protéger une telle plante? Il y a par exemple des plantes qui s'y trouvent que nous utilisons pour formuler des vœux de prospérité, de gloire, même des vœux de protection. En fond, par exemple, dit gros, ça veut dire que tu utilises, ça te met à l'abri des esprits maléfiques. Ça te permet de contrer les maléficiés, rien que ces plantes. Nous avons des plantes, par exemple, que nous qualifions de consolatrices. C'est-à-dire, ça vous permet de retrouver l'espoir de l'immortalité. On dit quand bien même on est des mortels. Voilà, nous sommes tous mortels, mais d'une manière ou d'une autre, ça permet de vous mettre à l'aise sur un certain nombre. Vous y croyez vraiment à ces plantes-là? Quand vous parlez d'immortalité, vous y croyez vraiment? J'ai bien précisé que ça vous permet de retrouver l'espoir de l'immortalité. Ça ne veut pas dire que c'est un espoir. Ça ne veut pas dire que quand j'utilise, je suis immortel. C'est pas ce que ça veut dire. Mais lorsque vous êtes malmené par des esprits maléfiques et que l'usage de ces plantes vous rallonge la vie, c'est-à-dire s'il est dit
et que ces maléficiés vont m'assommer d'ici demain et que grâce à ces plantes, cela ne se passe pas ainsi, je pense que la plante aura participé à votre suivi à cet instant-là. Du coup, il faut la sauvegarder, il faut la protéger. Et tout individu qui sait que une plante qui est devant lui, dans sa maison, sur sa cour, peut lui sauver la vie, cet individu a l'obligation non seulement de protéger la plante, mais de la valoriser. Alors, moi, je reviens par rapport à la thématique même de notre discussion. On a dit ces plantes médicinales pour la sauvegarde de l'environnement. En quoi ces plantes ont plus d'impact de sauvegarde de l'environnement que les autres plantes? Vous l'avez expliqué déjà, qu'on peut tirer des principes actifs de ces plantes. Vous l'avez expliqué un peu par rapport à leurs vertus spirituelles. Mais en passe là, c'est quoi la différence quand je prends par exemple une plante ordinaire, la photosynthèse? Elle peut le faire, même pareil pour la plante médicinale. Alors, quelle est alors l'autre chose d'aussi important qui nous amène à sauvegarder davantage ces plantes médicinales? Oui, tout d'abord, il n'y a pas de plante inutile. Voilà, toutes les plantes sont utiles. Voilà, ouais. Parce que la plante, c'est la vie. Ouais. Vous avez parlé de photosynthèse, où il y a l'élimination du dioxygène et l'absorption du CO2. Ouais. Ça, on le sait au niveau de toutes les plantes. Mais du moment où nous sommes ici en train de parler des plantes médicinales, des plantes qui guérissent, qui nous sauvent lorsque nous tombons malades. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que toutes les plantes sont médicinales? Parce que moi, je connais par exemple des animaux. Vous savez, parfois les animaux, peut-être qu'ils ont la connaissance des feuilles. Quand ils ont des maladies, je ne sais pas moi, ils vont chercher ces plantes, les consomment. Même il y a même des animaux, même pour mettre bas, ils savent quelle plante aller prendre pour mettre bas. Vous venez de dire que... Moi, je dis que toutes les plantes sont des plantes médicinales. Il n'y a pas de plantes médicinales et l'autre ne l'est pas. Non, je ne dirais pas que toutes les plantes sont médicinales parce que, en tant que spécialiste de la chose, il y a des plantes reconnues fortement toxiques que nous évitons lorsque nous voulons composer un produit à base de plantes. Toxique ne veut pas dire qu'elle est inutile. C'est pourquoi il a dit que toutes les plantes sont utiles, mais elles ne sont pas médicinales. Utile parce qu'elle va forcément servir à d'autres choses. Nous avons parlé de la photosynthèse, où ça nous donne de l'oxygène. C'est vrai, c'est profitable à notre organisme. Mais pris seulement dans ce sens, on ne peut pas dire qu'elles sont toutes médicinales. Il y a par exemple des plantes que si vous voulez guérir une maladie, vous ne pouvez jamais les utiliser. Vous les utilisez, c'est pour créer peut-être c'est pour tuer. Ce serait pour tuer. Mais j'avoue que dans le lot de ces plantes, il y a quand même la plupart, j'accepte que la plupart de ces plantes sont des plantes médicinales. Mais il y en a que nous devons éviter lorsqu'il est question de traiter des maladies. Néanmoins, elles servent forcément à quelque chose d'utile à l'homme. Alors, quand je reviens à vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à mieux connaître? C'est vrai que vous avez dit que vous êtes procès certifié d'essence naturelle. Cela voudra dire que vous avez étudié les plantes. Comment vous êtes arrivé à mieux connaître ces plantes? Et j'avoue que j'ai découvert les plantes médicinales beaucoup plus en classe de 5e. C'était en 1987, où j'ai souffert d'un mal de ventre atroce. Papa fut aide-soignant, malgré les comprimés... Ah, il est aide-soignant? Oui, voilà. Donc il est de la médecine moderne? Voilà, il est de la médecine moderne. Malgré les comprimés, les injections de l'hôpital d'alors, je n'ai pas trouvé satisfaction. Il a fallu un collègue locataire, on vivait dans la même maison, il a proposé quelques plantes que j'ai avalées, il m'a dit d'ajouter un peu de l'eau, je l'ai fait et j'ai trouvé satisfaction. Je vous avoue que depuis cette année 96 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais souffert d'un mal de ventre aussi atroce. L'autre chose, c'est que tous mes oncles paternels, contrairement à papa, sont des guérisseurs traditionnels. Et lorsque nous allons en vacances, sans congé, c'est pratiquement une immersion. Dans les feuilles. Dans les feuilles. Parce qu'on nous confie des choses, on dit, bon, voilà, telle chose, il faut suivre pour que ça ne soit pas calciné, il faut suivre ceci pour la décoration. Il faut découper telle racine. Telle racine. Donc, on est très tôt habitué à ça. Je me souviens même, parfois, quand on était petit, on nous réveillait. Il y a un homme qui nous réveillait vers 5 heures et nous intime l'ordre d'uriner. C'est-à-dire, il a des plantes qu'il associe déjà, il dit d'uriner. Dessus? Oui, là-dessus. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que c'est une plante, en fait, c'est un médicament pour désenvoûter.
Et l'urine qu'on recherche là, c'est l'urine d'un jeune garçon qui n'a jamais connu un rapport sexuel. C'est plus tard que j'ai découvert ça là. En plus de ça, vous avez dit tantôt, j'ai fait les sciences naturelles, c'est vrai. J'avoue que là-bas, c'est beaucoup plus la théorie, comme vous le savez. Mais aujourd'hui, quand même, dans l'université, il y a aussi la pratique, monsieur Aimé Alain. Il y a quand même aujourd'hui de la pratique. Je ne dirais pas non. Voilà, je ne dirais pas non, mais cette pratique doit être encore renforcée pour faire de nous quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le traitement des maladies. Je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que je me souviens, comme si c'était hier, il y a une unité de valeur, les plantes utiles, où nous parlons des noms scientifiques, tout cela. Mais c'est pourquoi je vous dis que c'est beaucoup plus la théorie, parce que c'est beaucoup plus la systématique. C'est vrai, on va vous dire que peut-être telle plante, les racines traitent ci, traitent ça, mais ce n'est pas encore ça. Il faut aller loin pour savoir. Il faut aller à l'expérimentation. À l'expérimentation. Pour être précis dans la stratégie de traitement. Mon frère a parlé tantôt de dosage. Je lui ai dit que nous n'avons pas un problème de dosage. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les choses. Voilà. Il faut améliorer. J'avoue qu'il y a des problèmes qu'il faut régler. C'est juste pour dire que rester seulement sur le plan superficiel pour dire, bon, telle racine traite telle maladie, ce n'est pas suffisant pour aller vers le traitement. Alors, il faut compléter les connaissances sur la posologie, être sûr des indications, les qualités des plantes. Je vous ai parlé tantôt des plantes toxiques. Monsieur Agbomaredan, quand on est aussi ancré dans... Quand on est aussi passionné de la médecine traditionnelle et donc de l'utilité des plantes médicinales, quelles dispositions prennent les phytothérapeutes, les guérisseurs traditionnels, disons-le comme ça, pour le renouvellement de ces plantes-là? Parce qu'à force d'aller arracher les herbes, d'aller les chercher, de découper les racines, d'exploiter les feuilles et tout ça, qui se préoccupe de leur renouvellement? On va chercher, mais on ne met pas en terre en retour. Et bon, en dehors de tout ce que vous avez dit dans la présentation, je suis également président de l'ONG Nature Sacrée, dont l'un des objectifs est la promotion des plantes médicinales. Ça veut dire que vous avez un jardin, c'est ça, vous voulez dire? Oui. Même moi, personnellement, je vais dire personnellement, l'ONG dispose d'un jardin des plantes médicinales. Mais au-delà de ça... C'est où déjà votre jardin? On a commencé l'initiation dans la commune de Zoboudomé et aussi une partie dans la commune de Djidja, ma commune natale. Ah d'accord. Et j'appartiens, l'ONG fait partie aussi d'autres regroupements comme la Fanamétrable qui dispose également des jardins botaniques. Et nous faisons aussi beaucoup la sensibilisation. On sensibilise les gens sur non seulement l'importance des plantes médicinales, puisque les spécialistes le savent, mais l'importance de la création des jardins botaniques un peu partout. On pourrait se demander combien sont-ils ces phytothérapeutes à avoir un jardin comme vous l'avez? Est-ce qu'ils sont nombreux à l'avoir? Est-ce que au niveau de l'association, vous avez dit à quoi le nom de l'association des... Fanamétrable. Est-ce qu'ils sont nombreux à avoir ces jardins botaniques, ces expériences ils ne sont pas nombreux, mais les jardins botaniques existent et on s'efforce de les multiplier. On s'efforce de les multiplier, non seulement pour le bonheur de la population, mais pour notre propre bonheur. Parce qu'on suppose que si les plantes n'existent pas, notre titre de phytothérapeute aussi n'aura plus sa valeur. C'est comme un médecin. Lorsqu'on ferme les pharmacies aujourd'hui, le médecin, le pharmacien, bon, c'est comme le chômage qui va s'installer. Donc, du coup, nous faisons quand même cet effort. Ce n'est pas encore ce que ça doit être, mais nous sommes conscients que nous devons passer par là, par la multiplication de ces jardins botaniques et aussi sensibiliser davantage sur la protection de ces végétaux. Monsieur Agbomaredan, chaque citoyen béninois, comment peut-il contribuer à sauvegarder les plantes médicinales, en particulier bien la végétation en général, dans ça, à l'échelle, je dirais, micro, chacun dans sa maison par exemple? Bon, là, il y a d'abord la gestion de l'existant. Qu'est-ce que j'appelle gestion de l'existant? Nous devons apprendre à récolter les plantes. Et ça, on le dit lors des causeries ou des séances de formation, on le dit. Je veux peut-être utiliser 2 feuilles pour guérir
et je vais arracher toute la plante. Ce n'est pas un bon comportement. Donc, ça veut dire qu'il faut sensibiliser sur les bons comportements que nous devons avoir en direction de ces plantes médicinales. Ça va chercher la quantité. Voilà, c'est ça, la quantité utile. Ouais. En plus de ça, nous devons promouvoir le jardin des plantes médicinales. Ça ne veut pas dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand domaine avant d'avoir un jardin, même chez vous. Derrière votre chambre, sur votre cour, ou bien à l'arrière-cour. Vous venez chez moi, quelque part dans Calavi, je vous avoue, vous allez compter au moins 10 espèces végétales couramment utilisées pour traiter des maladies. Mais pourtant, je ne me suis pas installé sur un grand domaine. Tout Béninois peut avoir un jardin botanique dans sa maison. Moi, j'ai horreur des maisons où tout est en béton. Vous voyez des gens, tout est en béton, c'est-à-dire vous ouvrez le portail. Les murs sont là, vous avez les terrasses. Vous ouvrez le portail, il n'y a que du béton un peu partout. Parfois des bétons carrelés, c'est-à-dire on ne laisse même pas la possibilité à l'eau de s'infiltrer quelque part. Or, il faut que l'eau s'infiltre pour que les plantes puissent en profiter. Donc, partout où nous vivons, nous pouvons déjà avoir un jardin botanique. Ceux qui ont la chance d'avoir peut-être un grand domaine, ceux-là peuvent démultiplier ça, c'est-à-dire agrandir ça quelque part pour le bonheur de nous tous. On dit la plante, c'est la vie. Donc partout où vous plantez, sachez que vous êtes en train de sauver l'humanité. Donc je pense que c'est indispensable à nous tous. Moi, la fois passée, j'ai fait une émission sur l'une des radios où j'ai même dit, même en tant que, on dit, enfant, on dit, c'est pas vrai. Je peux même disposer des pots de fleurs et mettre des plantes dedans. Vous prenez le basilic blanc. Le jour où je déménage, je m'en vais avec mes pots de plantes. Voilà, et l'installer encore ailleurs. Même quand vous prenez Ocynum canum, le basilic blanc, qu'on appelle hissi, c'est carrément une plante pharmacie, surtout sur le plan spirituel, que nous pouvons utiliser sous forme d'encens, nous pouvons utiliser dans des bains, et ainsi de suite, juste pour nous purifier. Or, c'est juste une herbe. Ça appartient à la strate herbacée. Cela suppose que quand je dispose d'un pot de fleurs, quel que soit le lieu où je réside, même si je suis en location à Cotonou ou ailleurs, je peux avoir quelques pieds. On peut déjà commencer par changer les éléments de langage. Au lieu de parler de pot de fleurs, parlons de pot de plantes. Voilà, oui, ça, la fleur, c'est pour orner. Oui, bon. Parce que quand on dit fleurs aussi, et en tant que spécialiste des plantes, je dis c'est une erreur, on ne devrait pas le dire ainsi. Peut-être plante ornementale. Voilà. Peut-être plante ornementale. Parce que c'est la plante qui génère les fleurs. Et les fleurs vont donner les fruits, ainsi de suite. Donc, partout, moi je dis, même si je suis en location quelque part, je peux toujours avoir une plante médicinale chez moi. Si je suis en location, par exemple, et qu'en haut de l'immeuble, il y a une grosse terrasse, alors, au lieu de mettre juste des séchoirs, je peux mettre des choses. Avec la permission du propriétaire. Et voilà. Et puis, il faut aussi lui faire comprendre que c'est non seulement pour ton bien, mais pour son bien aussi. Parce que j'en profite pour saluer. Par exemple, le basilic blanc, quelque part, même l'odeur que ça dégage, tout ça là, cette odeur, c'est agréable. C'est agréable pour la maison. J'en profite pour saluer. Mais ça protège la maison du propriétaire aussi. J'en profite pour saluer un téléspectateur qui est sur la date de sa maison. Il n'y a que des tomates. En toute saison, il cultive des tomates. Monsieur Julien Desrabais, à qui je dis un coucou. Voilà une très belle idée. Que nous pouvons multiplier partout. Dans toute maison, réservez toujours un espace pour la vertu. Un espace pour les plantes. Est-ce que dans vos cours que vous donnez aux enfants, aux apprenants, vous essayez d'évoquer ces aspects de la chose dont on vient de développer ici, la protection, la sauvegarde des plantes médicinales? Est-ce que aussi, pendant les cours, vous allez leur montrer vraiment les plantes? Parce que souvent, dans les cours, dans les livres, on ne va pas toucher du doigt à la réalité. Vous essayez quand même de faire cette différence? Oui, on le fait surtout dans certaines promotions. Quand je prends par exemple la promotion 5e, ils ont des situations d'apprentissage basées sur les plantes. Quand je prends la promotion seconde, il y a aussi les plantes. Nous le faisons et nous allons encore le faire davantage pour le bonheur de l'humanité. Parce que sans les plantes, il n'y a pas la vie. Et avec les plantes médicinales, encore,
ça nous rassure, ça nous sauve et ça nous maintient en vie pour une longévité assurée. Merci beaucoup à vous, monsieur Alain Aimé Agbomarena. C'est bien ça, Agbomarena. 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 Merci beaucoup. Excusez-moi si j'ai écorché votre nom. Vous êtes professeur certifié des sciences naturelles et phytothérapeute. Avec vous, on a parlé un peu de l'importance des plantes médicinales, leur rôle dans la sauvegarde de l'environnement. Merci pour ce que vous faites et surtout, partagez cela avec vos apprenants, c'est très important. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, mon cher William Apollinaire Tchoki, pour cette rubrique combien bénéfique. Eh bien, mesdames, messieurs, vous avez compris désormais qu'il faut faire moins de place désormais au béton et plus de place à la verdure, au végétal et surtout aux plantes qui sont utiles dans les maisons. Allez, on va marquer. Merci, monsieur Agbomarena. Merci d'avoir été là. Merci pour tout ce que vous faites, comme l'a dit William Apollinaire Tchoki. Mesdames, messieurs, nous, on va marquer une pause et puis on va vous retrouver et ça va être l'heure du débat. On parlera ce matin d'un problème très préoccupant dans le Grand Nokwe. On en parle, mais avant, on prend une petite pause. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci Microcrédit à l'AFIA. La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet POSEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on essaie à chaque fois de leur répéter
le pâturage naturel qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. Chaque jour que Dieu fait dans nos plats, nous avons forcément un morceau de poisson. Peu importe la forme sous laquelle nous le prenons, le poisson reste et demeure un ingrédient important dans l'alimentation des humains. Sauf que les rivières dans lesquelles nous allons chercher les poissons courent des risques aujourd'hui. Ces rivières sont de plus en plus polluées. On retrouve des matières qu'on ne devrait pas retrouver dans ces rivières. Et donc, nous nous posons la question aujourd'hui de savoir, mesdames, messieurs, comment est-ce que nous allons prendre soin de nos cours d'eau? Que faire pour éviter la pollution, surtout la pollution venant de l'homme, l'être humain qui, par ses actions, pollue l'environnement? Nous vous avons posé cette question sur nos plateformes. Selon vous, comment est-ce que l'homme pourrait travailler à éviter la pollution humaine de nos cours d'eau? Nous allons en parler. Et surtout, le péril fécal, c'est de cette question qu'il s'agit ce matin. Et nous allons étudier le cas du Grand Nokoué. Mes invités sont confortablement assis. Et donc, je vais vous les présenter. Vous le savez déjà, Monsieur Environnement Maison, il est là. Ouais, bonjour Alain. Bonjour, merci d'être là. À côté de vous, un autre Alain. Ah ouais. On dirait que vous avez rien que des amis Alain. Je les adore, je les adore. Allez, venez nous blaguer. Oui, allez, Alain Tossoulon, merci à vous. Vous êtes environnementaliste, voilà. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi. Cher ami, Monsieur Sagbo. Bonjour, monsieur. Quelqu'un m'a dit en coulisses la semaine dernière, quand je suis descendu du plateau, il dit, mais Monsieur Sagbo, il faut l'amener tous les jours. Oui. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais il chauffe le plateau, il dit des vérités que vous ne voulez pas dire. Monsieur Sagbo, merci. Si vous êtes malade, vous avez la capacité de dire de quoi vous souffrez, vous dérangez le médecin, et vous faites perdre du temps, vous allez mourir vite. Il faut dire du mal dont on souffre pour trouver rapidement le remède. Et voilà, oui, William, vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec M. Sagbo, c'est vrai, il faut dire ce dont on souffre pour avoir vite le remède. C'est vrai. D'accord. Alors, William Apollinaire-Choki, je vous laisse le soin de présenter notre quatrième invité. Je sais pourquoi je dis ça. Ah, c'est vrai, Allez-y. C'est un grand frère. Ouais. Félix Adéinka. Je lui laisse se présenter, vous savez, il a tellement de titres. Quand on parle de assainissement, hygiène, il s'y connaît vraiment parfaitement. Ben, je permets au grand frère de se présenter lui-même, pourquoi pas. Voilà, si sur le plateau on parle de grand frère, bonjour. Bonjour Alain, bonjour Will, cher ami. Je suis Félix Adéinka, environnementaliste, mais je me suis spécialisé sur les questions d'eau et d'assainissement. D'accord, on parle justement d'assainissement. On sait qu'au Bénin, là, le sujet est sérieux et grave. Une société béninoise a dû fermer ses portes parce qu'on a détecté ce qu'on ne devrait pas détecter dans les crevettes que cette société importait ou bien exportait. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé et comment sortir de l'auberge? Oui, c'est l'exemple de ce que nous mangeons mal. Nous mangeons mal parce que les produits que nous mangeons sont contaminés. Ces crevettes ont été pêchées dans nos cours d'eau. Et donc, ça veut dire que nos cours d'eau sont pollués, tout simplement. Pollués par l'action humaine, qu'on peut éviter, évidemment. Et donc, autant que nous sommes, nous consommons une partie de ce que nous rejetons, ce qui n'est pas bon pour le corps. Et pour cela, il faut trouver une solution. Parce que c'est environ 8000 enfants qui meurent chaque année au Bénin de cette situation. Ça fait froid dans le dos, ces chiffres. Eh bien, c'est vraiment important d'affronter cette situation et de trouver des solutions. Les solutions existent et qu'il faut travailler pour que l'assainissement aujourd'hui soit une priorité dans les politiques et les stratégies de développement. Alors, Monsieur Alain Tossoulon, le sujet est grave, je l'ai dit. Quand on sait qu'on aurait pu faire des crevettes béninoises un label et que ça a eu du plomb dans l'aile de cette façon-là, comment est-ce qu'on va arriver maintenant à régler le problème?
C'est une grosse question. Je pense que comment on va y arriver, je pense qu'il n'y a pas que les crevettes, hein. Il y a aussi les légumes. Il y a plusieurs études qui ont montré que les légumes que nous consommons, aujourd'hui, lorsqu'on fait des prélèvements, il y a des résidus de matière fécale. Donc ça veut dire que ce n'est pas que le poisson, ce n'est pas que les crevettes, mais aussi au niveau des légumes, on retrouve des résidus de matière fécale. Donc ça veut dire que le problème, il est grave, comme vous l'avez dit. Donc je pense que comment on le fait, c'est parce que pendant longtemps, on a négligé. On a négligé tout ce qui est lié à l'hygiène et à l'assainissement de base. Nous, on n'a jamais cessé de le dire. Parce que tous les jours on mange, et si tous les jours on mange, tous les jours aussi on rejette tout ce qui est excrément, tout ce qui est excréta. Alors comment le rejette? Où est-ce qu'on stocke ça? Comment on transporte? Et où est-ce qu'on va déverser ça en toute sécurité? Donc vous voyez, pour une grande ville de Cotonou, il a fallu pendant longtemps, on avait juste une station donc, de traitement des boues de vidange qui était d'un privé. Et à un moment donné, cette station donc, ne marchait même plus. Donc finalement, les quelques rares habitations qui ont des toilettes qui sont aux normes, vous avez donc les camions donc, qui venaient donc, vider et qui allait voilà, au niveau de cette station-là. Donc il faut saluer l'avènement, donc c'est avec l'avènement donc du président Talon que nous avons pu avoir au niveau donc du Grand Nokoué donc 2 stations de traitement, l'une à Calavi et l'autre à Semepoji, qui permettent aujourd'hui d'accueillir tout ce qui est donc comme eaux usées et qui effectivement on peut aujourd'hui dire qu'on peut transporter, donc on peut aller traiter donc tout ça pour éviter que cela voilà, ne se retrouve dans les plans et les cours d'eau, mais également à l'air libre. À l'air libre. Donc je pense que c'est l'une des solutions, mais ce n'est pas toute la solution. Parce que quand on parle d'assainissement, c'est toute une chaîne. Ça commence dès le ménage avec le confinement. Donc ça veut dire que chaque habitation doit avoir donc, son système autonome donc, pour pouvoir recueillir tout ce qui est donc rejet. Et en plus, quand on finit le confinement, il y a il y a le transport qu'il faut assurer, il y a le traitement et il y a même la valorisation. Parce que c'est un problème, mais en même temps, c'est aussi une opportunité, puisqu'on peut valoriser tout ce qui ressort donc, de l'homme. Rien ne se perd. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc aujourd'hui, on a réglé le problème au niveau donc, des stations de traitement. Maintenant, il faut les autres maillons de la chaîne, le confinement. Est-ce que dans Cotonou, est-ce que dans le Grand Nokoué, toute habitation, comme le dit l'article 17 de la loi portant hygiène publique, est-ce que toute habitation dispose donc de systèmes autonomes donc comment on appelle d'évacuation de tout ce qui est excrément, excréta? On n'est pas sûr. Aux normes surtout. Aux normes, parce que les gens ils ont des toilettes qui ne sont pas aux normes. Donc c'est là le challenge, parce que ça commence déjà là. Mais après il faut assurer le transport, après il faut assurer le traitement. Malheureusement, la ville de Cotonou n'est pas comme d'autres villes qui ont donc des systèmes d'égout où on devrait raccorder donc ces toilettes, ces systèmes à des systèmes d'égout. On ne l'a pas. Donc aujourd'hui, ça veut dire que chaque habitation devrait avoir son système autonome. Et avant de délivrer le permis donc de construire, on devrait s'assurer qu'on a prévu où est-ce qu'il faut mettre voilà, les toilettes. Est-ce que là où on recueille tout ce qui ressort donc des toilettes, c'est aux normes, ça ne pollue pas la nappe phréatique et tout ça. Est-ce qu'on a des puisards pour recueillir tout ce qui est eau usée domestique, tout ce qui sort des douches, tout ce qui sort de la cuisine. Et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est là le challenge. Nous avons la loi portant hygiène publique qui fait obligation à tout propriétaire d'habitation donc d'avoir donc un système autonome d'évacuation, mais on est face à une réalité où les gens n'ont pas les toilettes aux normes. Ouais. Et on pratique encore la défécation à l'air libre. Donc quand il pleut,
tout ça là, les eaux de ruissellement, donc prennent tout ça, et c'est là où ça finit dans les coups et les plans d'eau, malheureusement. Alors, Apollinaire William Tchoki, voilà le tableau qui est décrit. Comment est-ce que l'on peut agir avec les populations pour qu'elles comprennent le danger qu'elles courent elles-mêmes en déversant à l'air libre ou bien dans des endroits qui ne sont pas appropriés, les excréta? Alors, tout à l'heure, M. Adenika a donné des statistiques. Vous l'avez dit qu'il fait froid au dos. Quand on dit qu'il y a au moins 8000 enfants qui meurent chaque année parce qu'il y a un problème d'hygiène et d'assainissement, c'est quand même des sujets très préoccupants. Alain a quand même creusé le problème pour montrer que combien de ménages ont des toilettes aux normes. Même quand on prend le cas de Cotonou, qui est la ville vitrine de notre pays, combien de ménages? Vous allez dans des maisons, il y a beaucoup d'habitants dans la maison. Et puis c'est des toilettes, voilà, une seule latrine. Traditionnelle, voilà. Partagée par tout le monde. Oui. Alors, comment est-ce que c'est... Et parfois, ça se remplit, on pratique un trou, et puis parfois, dans la rue, nous nous excusons auprès de ceux qui sont à table, mais c'est un sujet très préoccupant de notre environnement. Il va falloir qu'on en parle et qu'on trouve des solutions. Alors, à part cela, les gens, on l'a dit, c'est des latrines communes où c'est des ménages où tout le monde va dessus. C'est vrai, il a parlé de 2 stations qui sont construites. Celle de Sébé, par exemple, a commencé en 2020. Mais avant ça, comment on faisait? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Les gens allaient chercher ces déchets-là dans la nuit, et puis personne n'est là, puis on déverse ça dans les caniveaux, nuitamment quoi. Personne ne sait. Il y en a qui vont sur les tas d'immondices et déversent là calmement. Les gens aussi prennent ces déchets et vont au niveau de nos plans d'eau, le lac Nokoué. Il y a même des propriétaires qui prennent des pompes, des motopompes et qui déversent les eaux usées dans les rues. Dans la rue, justement. Il y en a qui le font. Ou mais qui creusent dans la cour même, leur cour, et puis ils foutent dedans et on ferme comme si de rien n'était. Voilà autant de problèmes que nous avons par rapport à la gestion de ces excréta et fesses. Et je me demande, quand on quitte même Cotonou et on va vers cette zone lacustre, Soava. Voilà un gros problème. Alors on se demande, mais comment est-ce que ces gens-là gèrent ces déchets à ce niveau? On l'a vu au niveau de la berge de la lagune, enfin de Cotonou. Comment est-ce que les gens ont installé des toilettes et pour faire la défécation directement dans le plan d'eau. Mais c'est pareil aussi au niveau de cette commune lacustre-là. Ils n'ont nulle part où faire ces besoins. Donc, directement, cela va directement dans le plan d'eau. Et puis, c'est avec cette même eau. Et puis, il ne faut même pas aller très loin. C'est vrai qu'il y a un gros effort fourni par le gouvernement. La dernière fois, j'ai fait un petit tour à Toyoyome, l'a dit, Toyoyome qui est juste derrière Sainte-Cécile. Ouais. C'était le même phénomène. Alors, qu'est-ce qui nous arrive là? Ça dit, c'est un problème très dangereux, quoi. C'est vrai, l'État fait beaucoup d'efforts en matière de fourniture d'eau potable, mais sur cet aspect de la chose, avec l'avènement du président Talon, on a eu beaucoup de choses. Les 2 stations, c'est déjà beaucoup. C'est un gros pas. Mais j'aurais voulu qu'on fasse encore plus, surtout pour ces zones lacustres, qui n'ont pas encore vraiment un moyen de gestion de ces déchets. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est des populations qui tombent malades presque tous les jours par rapport à ce liquide qu'ils utilisent. Parce que c'est dans cette même liquide qu'on déverse ces déchets et cette même liquide encore qui est utilisée par ces populations. Alors comment on fait? Et c'est dans ces plans d'eau que vivent les poissons. Les poissons. Et nous allons chercher. Que vous adorez, toi. Les poissons braisés. Le matin, nous allons déverser ces déchets. Alors ces mêmes déchets nous reviennent encore dans nos plats que nous consommons allègrement. Donc, c'est des questions sur lesquelles il faut vraiment réfléchir, trouver vite des solutions, sinon ça va continuer à perdre nos petites populations pour rien. Monsieur Sabo, voilà le décor qui est planté. Les populations ont des habitudes. On va les sensibiliser à corriger ces habitudes pour le bien-être de tous. Comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on les sensibilise vraiment? Vous avez entendu qu'un ministre est déjà parti quelque part. Parce que ici, le ministre est considéré comme Dieu. Il ne le sort pas. C'est lui. Alors qu'avant, vous allez aux Pays-Bas, le ministre prend sa bicyclette. Le ministre, là, il prend bicyclette, il roule à vélo. Il est un homme populaire. Ici, le ministre est un Dieu. On ne le voit presque pas. Santé, cadre de vie. Bon, il faut quoi? Décentralisation. C'est leur travail, ça. Mais vous allez à Grand Popo. Ils ont parlé de tout ça. On appelle cette station, d'accord. Mais allez à Grand Popo. Je ne donne que ça. Allez à Grand Popo, dormez là-bas et vous avez envie de marcher sur la plage à 6 h du matin. Tout le monde prend son paille là et va à la plage et défèque.
On parle, c'est-à-dire que on parle de plage qui est un domaine de l'État. On parle du tourisme en même temps. Quel touriste va continuer à voir ça et continuer à arriver ici? Grand propos, c'est loin, même sur les plages de Cotonou. Donc ici, je parle des plages. On aperçoit des gens faire ces pratiques. C'est ça, vous avez dit qu'on a créé des sociétés à Cotonou, tout ça. Qui fait le suivi? Station de traitement. Station, qui fait le suivi? C'est ça aussi. Les gens font ce qui... D'abord, il y a société ici de fourniture d'eau Bénin. Tu ne peux pas lui dire que ton eau est de mauvaise qualité. Non. On te traduit au tribunal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens pour aller voir les aspects physico-chimiques de son eau. Mais elle est convaincue de ça. Monsieur Sabo, n'importe quoi. Je ne vous arrête pas, mais on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des habitants qui ouvrent leur robinet et on voit de l'eau sale sortir des robinets. On a vu ça. La SONEM ne peut pas contester ça. Il faut qu'on soit clair. Ça, on te dit procès, que tu vas fournir les preuves, que tu n'as pas de laboratoire. On consulte la naïveté des populations. On n'a pas payé la SONEM, l'eau de la SONEM pour ça. C'est pour nous garantir la vie et l'hygiène. Mais si cette société fait ça déjà, les 2 stations dont vous avez parlé là, ben, il faut avoir la conscience des gens qui gèrent cette société. Il n'y a aucun dispositif de suivi, c'est-à-dire que parallèle, qui peut aller voir les installations et dire oui, on garantit qu'il faut un bon travail. Ils ne sont là pour la plupart que leur salaire. Moi, je dis ce que je pense. Et c'est ce que je vis ça. C'est ce qu'on vit au niveau des fonctionnaires de l'État. Le chien aboie, la caravane passe. Chaque mois, nous, on prend notre salaire. Le reste là, c'est tant pis. Qui ne voit pas tout ce qu'ils ont décrit là. À Soava, Ganvier, qui n'a pas vu ça? Il y a Maire là-bas. Maire là, après il va dire à cette population de voter pour lui. Il fait quoi là-bas? Dans son plan là, de PDC là, quand est-ce qu'il a mis je veux 10 toilettes, 20 pour telle localité, chaque année, ceci? Quand est-ce qu'il a dit ça? Quand est-ce qu'il a trouvé des partenaires pour dire j'en veux? On ne sait pas. Je vais à Zobodomé. Non, c'est triste quoi. Qu'est-ce qui se passe à Zobodomé? Mais Zobodomé, j'ai dit que vous avez vu, Zobodomé c'est d'abord un écosystème très fragile. Il y a l'eau et les populations ne peuvent même pas avoir accès à l'eau. C'est un ça. Tout le monde défecte n'importe où. Ensuite, vous allez voir, c'est là où on doit faire les vaisselles, on doit se laver dedans, on doit faire ceci, tout ça. Ensuite, aller à Godreau. L'eau est d'une couleur bizarre. Elle est comme l'essence jaune, l'essence jaune, bien, je ne sais pas comment. C'est rouge. Rouge. Et vous êtes obligé de la boire. Mais ils vont dire qu'ils ne voient pas ça. Ils voient ça tous les jours. Le Bénin n'est pas né en 2020, en 2016. Le Bénin est né depuis. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis? Et c'est comme si on doit toujours recommencer. Pour qu'il y ait de l'eau potable qui aille dans ces contrées. Vous avez dit l'eau potable. C'est ça, non? Vous avez dit l'eau potable. Mais vous avez de l'eau. Qui vous dit qu'elle est potable? Ça, c'est un autre aspect de la chose. Non, je pense que le douanier parle de la qualité de l'eau. Mais il faut quand même spécifier, hein, le Bénin, la ville de Cotonou, l'eau qu'on a ici, elle est d'une bonne qualité comparée aux autres pays qui nous entourent. Ce qui se passe, oui. L'eau de la SONEB... Non, attendez, non, je viens, un instant. C'est qu'il y a des étrangers ici. Si je parle, il y a des étrangers ici qui ne sont même pas qui ne viennent pas des pays européens. Oui. Vous leur donnez l'eau de la SONEB, ils refusent de boire. Oui, ils disent, je ne prends que l'eau minérale. J'ai investi dans ça pour ne pas tomber malade. Oui. C'est ce qu'ils te disent. Le spécialiste de l'eau en parle. Il faut quand même le dire. Oui. L'eau de la SONEB, la qualité de l'eau, elle est toujours, il faut dire qu'il y a un suivi. On a aujourd'hui un laboratoire, la NCQ, qui s'occupe et qui est détaché. La SONEB a son propre laboratoire, mais il y a le laboratoire donc, de référence qui fait les prélèvements sur l'eau de la SONEB pour s'assurer que cette eau est de qualité et répond aux normes de l'OMS. Ce sont les normes de l'OMS. On regarde par rapport aux normes de l'OMS si l'eau est de bonne qualité ou pas. Ce qui arrive, c'est quoi?
il faut d'abord s'assurer que cette eau-là, elle vient de la SONEB. Ou bien elle vient d'une adduction d'eau villageoise qui est réalisée par aujourd'hui l'agence, la NPMR. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Vous pouvez avoir, lorsqu'on fait des travaux comme on en fait aujourd'hui, d'accord, vous voyez qu'on déplace le réseau, les canalisations. Là. Il peut arriver qu'après, quand on reconnecte, après les travaux, vous allez avoir au niveau de votre robinet de l'eau qui est insalubre. Il faut laisser passer cette eau avant Mais c'est de ça que M. Savo parlait. Pourquoi est-ce que déjà... C'est des cas qui Attendez, M. Tossono. Pourquoi déjà à cette étape-là, la société, la SONEB en l'occurrence, ne communique pas pour rassurer les populations, mais pour leur indiquer ce qu'il faut faire? Oui, c'est là où j'en venais. Donc, sûrement que la communication n'est pas suffisamment faite pour sensibiliser les populations, pour dire, lorsqu'on est face à ce cas-là, voilà le comportement qu'il faut avoir. Je ne défends pas la société, je ne suis pas là pour... Mais je dis, c'est des cas qui arrivent. Même chez moi, ça arrive. À cause des travaux par-ci, par-là, il peut arriver que l'eau, quand tu... Maintenant aussi, par rapport aux touristes et autres, vous avez des hôtels qui n'utilisent pas l'eau de la SONEB, qui font leur propre forage. Et donc, quand les gens arrivent et sont dans ces hôtels-là, lorsqu'ils boivent de l'eau, une fois ils sont malades, ils font de la diarrhée ou ils ont des problèmes. Mais qui contrôle cette justement, c'est le contrôle. Il y a un contrôle qui devrait être fait pour qu'on s'assure que l'eau qui est servie dans les hôtels et autres est aussi de bonne qualité. Est-ce que vous voyez? Donc, et ça, c'est de la responsabilité de veiller à ce que l'eau qui est servie au niveau des hôtels et puis un peu partout, elle est de bonne qualité. Même l'eau des sociétés, l'eau minérale et autres, là, mais tout ça doit être suivi pour qu'on s'assure que l'eau que l'on consomme... Parce que vous pouvez refuser de consommer l'eau de la SONEB, opter pour de l'eau minérale et tomber malade. Justement, donc il faut souhaiter que le suivi, le contrôle de qualité qui doit être fait, et nous avons un laboratoire qui s'occupe donc de ça. Maintenant, est-ce que c'est bien fait? C'est là où il faut effectivement donc se poser des questions. Monsieur Adeyika, on parle beaucoup de l'eau ce matin, mais ce qui nous rassemble... Non, j'aurais voulu qu'on parle du sujet, ce qui nous rassemble, c'est là, c'est très dangereux. Mais les deux sont liés. Mais je sais qu'au côté eau, des efforts sont fournis. Absolument. Alors, côté assainissement, hygiène, c'est là le... C'est la question que j'allais poser à... Il faut pour dire qu'au Bénin, tout va bien. Je ne parle pas des efforts qui sont faits pour amener l'eau chez le consommateur. Tout le monde connaît ça aujourd'hui. Tout le monde a vu que c'est clair. La qualité d'eau qui se boit à Zobodobe, à Kandi, à Lokosa, etc., là, on parlera également de ça. Cotonou, le Bénin aujourd'hui à Cotonou. Même Porto Novo. Je n'ai pas demandé qu'on limite le débat. C'est ça. Mais je veux juste nous dire. Parlons de ça. Je veux juste dire. Parce que quand on parle d'eau, ici chez nous au Bénin, on peut quand même frotter les mains pour dire. Mais non, mais ça c'est clair. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'hygiène et l'assainissement. À ce niveau encore là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'ai une question justement pour monsieur Adeyika. Monsieur Adeyika, qu'on le veuille ou pas, nous sommes en 2025 là. Et sensibilisation, des sensibilisations, il y en a eu. Est-ce qu'il n'est pas temps d'impliquer les populations elles-mêmes dans la gestion de ces plans d'eau là pour que les matières fécales ne se retrouvent plus là-dedans? Oui, vous avez raison, mais j'aimerais clarifier quelque chose parce qu'on ne va pas quitter ce plateau pour qu'on dise qu'on a discrédité la SONEB. Je pense que l'eau de la SONEB est à plus de 98% de conformité. Tout à fait. Il faut qu'on puisse le dire. Oui, les 2% sont les... Ce n'est pas seulement à Cotonou, c'est surtout... Les 2% qui restent là sont... J'ai dit au moins... Oui, monsieur Savo, on va laisser le Adeyika y aller. Qu'on puisse clarifier ça. Ce qui se passe, c'est au-delà du robinet de la SONEB, le stockage, l'utilisation, après, la SONEB n'est plus responsable. Donc, c'est là qu'il faut sensibiliser, qu'il faut former aussi. Oui, vous avez parlé de la situation, de sensibiliser, et pourtant rien, enfin, on n'a pas de résultat. On n'a pas assez fait. C'est ce que disaient Alain et William. En matière le sous-secteur de l'hygiène de l'assainissement, vous avez dit qu'on a fait des efforts, c'est vrai, on a gagné
par rapport à 2017, 17 points, je ne sais pas. 17 points. 17 points, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant si vous 17 voyez. points là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire ça aux gens? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça s'appelle 17 points? Ça veut dire que c'est dedans. Progrès. En termes d'évaluation, quoi, d'évolution. De 2017 non, à 2025. Vous savez, moi je suis très critique, mais il faut reconnaître ce qui est fait et soulever et donner les pistes de solutions pour que l'État, vous avez parlé des ministres, oui, le secteur de l'hygiène et de l'assainissement est abandonné. Non, mais si vous permettez, Alain, je ne coupe pas M. Alain K, mais si il donne l'exemple tout à l'heure que Alain développait, il a donné l'exemple quand même de cette station, la seule que nous avons dans le temps, qui traitait les bouts de vidange privés et qui est gâtée. Prenons cette période-là, je crois que c'est avant les années 2016, et qu'aujourd'hui nous avons 2 stations au niveau du Grand Nokoué et qu'il y a encore une autre station qui est en train de construire, je crois que c'est à Parakou, mais c'est des efforts qui ont été faits. On n'a pas refusé ça, mon cher. C'est là que je vous montre les 17 points qu'on a gagnés. On n'est pas ici pour voir ce qui est fait. On parle de ce qui on dit péril fécal, c'est mauvais. C'est de ça qu'on parle. Péril fécal égale mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de ce qui est fait, ce qui est bien. On ne parle plus de ça. Ce qui est bien fait est bien fait. Et c'est notre droit qu'on le fasse. Non, on félicite. On est d'accord qu'il y a des efforts qui sont faits. Alors, M. Adeyika, prenons, nous sommes dans le Grand Nokoué. Prenons le fleuve Nokoué. On voit un peu tout son cheminement et tout le reste. Tout le lac Nokoué, voilà, merci pour la précision. Les populations sont autour. Il y a des populations qui vivent sur l'eau. Il y a tout un écosystème autour. Les humains qui sont là. Comment est-ce que ce qu'ils rejettent ne devrait pas se retrouver dans cette eau-là et de se retrouver pas dans leurs assiettes à eux tout seuls, dans nos assiettes à nous tous? Il faut mettre en œuvre une stratégie pour la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Ça veut dire quoi? Il faut construire et utiliser les latrines et gérer les excréments de façon sécurisée. Il n'y a pas 1000 solutions. Et le rôle de l'État, ce n'est pas d'aller construire les latrines dans les domiciles, en dehors des lieux publics. Le rôle de l'État, c'est de faire la promotion, de donner les techniques, les modèles qui existent et de pousser les populations à l'adopter. Parce que jusqu'en 2020, il y a eu un programme national que j'ai piloté. Nous avons eu des localités qui sont déclarées statut fin de défécation à l'air libre. Malheureusement, il n'y a plus de suivi. Il n'y a plus eu de programme national parce qu'il n'y a plus un responsable qui s'occupe de l'assainissement. Et ces populations sont retombées dans les travers. C'est normal. Justement, il y a eu retour. On n'a pas pu évaluer, mais on sait de façon formelle aujourd'hui que peut-être, je vais dire n'importe quoi, plus de 30% des localités qui avaient été certifiées fin de défécation à l'air libre sont retournées à la situation de départ. On a dépensé des milliards qui sont à l'eau. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on puisse avoir un secteur pris en charge par le gouvernement. Aujourd'hui, le secteur de l'assainissement, on dit théoriquement que c'est le ministère du cadre de vie, qui est logé à la Direction générale de développement urbain, DGDU, donc qui s'occupe que de l'urbain. Comment cette direction-là peut aller travailler dans les localités? Il y a importance. Ce que nous demandons, c'est qu'on puisse relever le profil institutionnel. Dans les pays de la sous-région, je peux vous dire, pas moins de 12 pays ont un ministère de l'eau et de l'assainissement. Un ministère de consacré rien que pour ça. Même, parce qu'il y a la dénomination, le nom dans la dénomination, il y a les ressources, il y a le personnel pour faire le travail. Aujourd'hui, on ne dépense plus pour la latrinisation, on dépense pour faire le suivi, pour pousser les populations à construire et à utiliser les latrines. Mais le Bénin n'est pas encore à cette étape-là. Non, mais on avait commencé et ça s'est arrêté. Enfant dit qu'est-ce qui est mort dedans. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. En réalité, je veux dire n'importe quoi, ceux qui nous disent n'ont pas compris l'importance. Vous voyez, on en parle, ce n'est pas la première fois que nous parlons de cette affaire de l'hygiène, de l'assainissement. Tant qu'il n'y aura pas épidémie, tant qu'on ne va pas commencer par mourir de ça, et on meurt de ça. Mais le choléra, chaque année, nous avons ça, justement. Oui, vous voyez, il faut qu'on puisse avoir des latrines, qu'on puisse avoir des dispositifs de lavage des mains, parce qu'on parle de péril fécal, c'est la transmission
à travers la main, c'est les mains sales. Aujourd'hui, c'est inadmissible que, vous voyez comment Cotonou est beau, je reviens à Cotonou si vous permettez, c'est beau, mais qu'on puisse encore être malade de la saleté. Donc c'est comme si on porte des habits propres, mais en nous-mêmes, on n'est pas propre. Il faut qu'on puisse corriger. Et ça, c'est l'appel que je voulais lancer aujourd'hui. Moi, je pense que aussi en la matière, il y a eu des expériences qui ont fait école. Parce que la problématique au niveau urbain et au niveau rural n'est pas la même. Et ce n'est pas la même approche qu'on utilise. Alors, on a refusé de faire la latrinisation, c'est-à-dire qu'on ne demande pas, comme le grand frère l'a dit, que l'État ait construit des latrines familiales. Mais on pousse les populations à eux-mêmes prendre conscience de l'importance d'avoir des latrines à la maison. Mais souvent, les études ont montré que les gens refusent d'avoir même des toilettes parce que les modèles ne leur convenaient pas, c'est-à-dire en termes de technologie. Donc, il y a eu, par exemple, avec le projet SSD, qui a été dans un premier temps piloté par la BMS, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des maçons, qu'ils ont formés, et qui sont devenus des entrepreneurs, et qui, on les a amenés à développer donc, de nouvelles technologies donc, de latrines. Et je vous assure, à Calavi, à Promisérité, à Diara, vous avez aujourd'hui ces entrepreneurs qui développent des modèles qui conviennent aux populations et les gens ont commencé à acheter. Donc en réalité, ce n'est pas que les populations refusent d'avoir des toilettes à la maison, mais les anciens modèles ne leur convenaient pas. Parce que vous avez des insectes, vous avez des mouches et autres, et les gens ne veulent pas avoir. Vous avez des odeurs, les gens ne veulent pas avoir. Mais aujourd'hui, ce projet a permis donc d'avoir des entrepreneurs qui vous proposent des modèles et qui empêchent d'avoir des insectes. Dans des biodigesteurs. Mais bien sûr, et ces entrepreneurs se sont fait de l'argent. Moi, j'ai écouté ces entrepreneurs, je suis allé voir le travail qu'ils font. Ils font un travail formidable et ils se font de l'argent. Donc, ce qu'il y a, mais c'est le passage à l'échelle. Les gens ont travaillé dans quelques communes. Et je pense que le ministère, en principe en charge, c'est pour ça qu'on parle de portage politique, devrait se dire, comment on fait pour que l'approche qui est développée, parce que c'est l'approche du marketing de l'assainissement, comment on fait pour que dans toutes les communes, dans toutes les villes maintenant, qu'on puisse déployer ça et que cette expérience soit dupliquée ailleurs. Mais c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Et aujourd'hui, on a des stations, mais les stations ne peuvent pas fonctionner si on n'a pas des matières fécales qui sont même de bonne qualité. Parce que c'est ça aussi le problème. Parce que si vous avez des toilettes à la maison qu'on ne peut pas vidanger, les gens ont des toilettes qu'on ne peut jamais vidanger. Parce qu'en réalité, ces toilettes ne répondent pas aux normes. Il n'y a même pas de trou où on va mettre le tuyau pour aller aspirer tout ce qui est comme matière fécale. Donc, c'est ça le problème. Donc, il y a ce problème-là, mais il y a également le problème du contrôle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu notre police sanitaire? Qu'est-ce qu'est devenu notre police environnementale? Quand on votait la loi portant hygiène publique, on a opté pour la fusion de la police sanitaire et de la police environnementale. Depuis 2022 qu'on a eu cette loi-là, les décrets sont sortis en fin d'année. Mais on n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes locataire et que le propriétaire ne veut pas vidanger, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez appeler la police sanitaire pour vous plaindre? Ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, ils ne sont plus nombreux. Or, on a besoin de la police aussi. Parce qu'il faut un gendarme derrière. Parce qu'il y en a qui le font, mais les propriétaires prennent l'argent chez les locataires, mais ils ne vidangent pas leur fosse. Systématiquement, les propriétaires greffent les frais de vidange. Mais lorsque les fosses sont pleines, mais ils ne vidangent pas. Mais en principe, la police sanitaire devrait être là pour interpeller ces propriétaires-là et pour les rappeler à l'ordre par rapport aux normes que ne respectent pas donc, les différentes toilettes. Donc, nous avons des maillons qui ne fonctionnent pas encore. Le confinement, au niveau du transport, on est en train d'organiser, et là, c'est la SGDS aujourd'hui qui s'occupe aussi des questions donc, liées à la gestion des eaux usées. Donc, il faut... Mais c'est sur toute l'étendue du territoire maintenant. Mais ils ont commencé par le milieu urbain. D'accord. On va écouter les téléspectateurs, les internautes en l'occurrence, qui
ont donné leur avis sur la question. William Apollinaire Choki, vous allez nous faire l'amabilité de céder votre siège à... Je reviens après, mais je peux partir. Pourquoi il est pressé de partir? Je ne sais pas. Non, sacré William. Allez, Maurice Tantan, mon cher Maurice, bienvenue, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous avez collecté pour nous les avis de nos amis chers internautes qui se sont prononcés sur la question. Oui, les réactions des internautes sur la question du jour, à savoir comment faire pour empêcher la pollution de nos cours d'eau par les humains, ont été nombreux. Donc, parlant de ces réactions-là, les internautes ont suggéré plusieurs manières pour éviter cette pollution humaine des cours d'eau. Ils ont parlé de sensibilisation. Évidemment, la sensibilisation est revenue suffisamment. Ils ont parlé également de limiter l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture. Ils ont parlé du traitement des déchets de nos ménages avant le rejet et surtout interdit le rejet de ces déchets-là dans les cours d'eau. Ils ont parlé également de la répression, entre autres, comme solution à cette crise de nos cours d'eau. On va prendre leurs avis sur les réseaux sociaux. On est essentiellement sur Facebook ce mardi matin. Je commence avec Koumassa Maurice qui nous écrit que la préservation de nos cours d'eau, de la pollution humaine doit essentiellement être basée sur la sensibilisation quotidienne des populations des risques liés à la pollution des cours d'eau et de leurs conséquences. En effet, écrit-il, après une bonne période de sensibilisation, la répression des pollueurs pourrait être envisagée afin de décourager les contrevenants. Parfait Zinvoedo a également réagi à la question du jour. Donc, Parfait nous écrit: protéger nos cours d'eau de la pollution humaine implique plusieurs actions essentielles, à savoir limiter l'usage de produits chimiques, éviter de déverser des déchets dans les égouts, lagunes ou rivières, économiser l'eau, par exemple, sensibiliser la population aux bonnes pratiques, encourager les entreprises locales à adopter des mesures écologiques et enfin renforcer la législation contre la pollution en appliquant les sanctions qu'il faut aux contrevenants. Eric Huedenou nous dit il faut tout simplement une sensibilisation. Autre avis sur la question du jour, Roland Caliste Bokor nous dit qu'il faut réaliser une épuration des eaux avant leur rejet direct, réduire les risques de pollution accidentelle, utiliser intelligemment les produits phytosanitaires et engrais chimiques, interdire le déversement des déchets industriels, éduquer les populations à ne plus verser les déchets ménagers et déjections humaines et assigner certains de nos policiers à aller en guerre contre les pollueurs de nos cours d'eau. Asogba Frank Enoch écrit: il faut réduire les déchets, limiter donc l'utilisation du plastique et promouvoir le recyclage, éduquer la population à travers la sensibilisation sur les impacts de la pollution sur les écosystèmes, protéger les zones sensibles en créant des réserves naturelles et des zones tampons autour des cours d'eau, réglementer les industries en imposant des normes strictes pour le traitement des eaux usées. Ulrich Tolegbe nous dit: face à ce sujet, pour préserver nos cours d'eau de la pollution humaine, il est essentiel d'adopter des comportements responsables. La réduction des déchets, notamment plastiques et chimiques, permet d'éviter la contamination directe des rivières et des lacs. Le traitement efficace des eaux usées, domestiques et industrielles, est également crucial pour limiter les rejets toxiques. Et dans le secteur agricole, écrit-il, l'utilisation excessive de pesticides doit être remplacée par des alternatives écologiques pour éviter l'infiltration de substances nocives dans les eaux souterraines. Et Alain, si vous permettez, un dernier commentaire signé Boniface Adjafon. Boniface Adjafon dit: à mon avis, pour préserver nos cours d'eau de la pollution humaine, il faut entreprendre les mesures ci-après, sensibiliser la population sur l'importance de l'eau et encourager les pratiques écologiques, réduire les pollutions domestiques en évitant les rejets de déchets et en utilisant des produits biodégradables, améliorer la gestion des eaux usées et des déchets en renforçant les stations d'épuration et la collecte des ordures, appliquer des réglementations
stricte et surveiller la qualité de l'eau, protéger les écosystèmes aquatiques en reboisant les berges et en préservant les zones humides et encourager l'agriculture durable en limitant les pesticides et en favorisant des méthodes respectueuses de l'environnement. On va s'en arrêter là aujourd'hui pour les commentaires de nos amis internautes sur la question du jour. Merci à vous, Maurice Tonton. On se retrouve demain pour une autre question. Une autre Absolument, on se retrouve demain pour, évidemment, une autre moisson. Allez, des commentaires. Effectivement, c'est la première fois qu'on se revoit. C'est ça. Bon, merci à vous. Allez, mon cher Maurice, l'homme qui était pressé de partir, il va revenir. Il va revenir. William Apollinaire Tchoki, il va revenir pour un dernier tour de table. Monsieur Sakpo, oui. Il a dit que les populations comprennent. Généralement, on a dit des lois, mais elles sont convaincues que les lois qui sont les plus appliquées ici, c'est les lois de la politicienne. Élection, ceci, c'est rapide. Tout ce qui concerne leur vie, ce n'est pas fait. Donc c'est vous-même. Si tu prends de l'eau sale et que tu arroses la carotte, tu arroses les légumes et tu vends à ton compatriote, ça veut dire que tu lui vends de la maladie, la mort, contre de l'argent sale. Ça ne te profitera pas. Il faut le lui dire. Parce que si vous voyez comment ils arrosent, avec quelle eau on arrose les légumes ici, et les légumes sont directement transportés au marché. Et les gens consomment ça. Je ne sais pas si les gens ont l'habitude de cuire à la température normale. Encore que les nutritionnistes demandent de manger pratiquement cru. Voilà, vous voyez, non? Donc on ne sait pas tout ça là. Ensuite, il y a un projet ici. Le projet vient à peine de finir. C'est le REDIC qui a une approche One Health. One Health, c'est tout ce que vous fabriquez dans l'environnement et qui doit avoir des répercussions sur la santé humaine. Le projet a été logé à la présidence de la République, piloté par le ministère de la Santé. Est-ce que les deux ministères, cadre de vie, santé, n'ont pas trouvé un creuset, c'est-à-dire une opportunité pour mettre au centre l'hygiène et l'assainissement? C'est de ça que parle le projet. One Health, c'est-à-dire comment on peut concilier l'environnement, le cadre de vie à la santé pour vivre mieux. C'est ça. C'est chez eux que c'est développé. C'est à nous de leur rappeler ça maintenant. On aura l'occasion de... On a vu des véhicules partout. On a vu des missions partout. On aura l'occasion de leur poser la question. Pourquoi on ne peut pas dire ça? C'est-à-dire, si on doit renouveler par exemple le REDIC, par exemple là, qu'on mette au centre, c'est pourquoi que je parle. Si on doit renouveler par exemple le REDIC, c'est la Banque mondiale qui a fait, qu'on mette au centre maintenant cet aspect d'assainissement. Monsieur Sakpo, pour que le pénis fécal soit un peu réduit. Je vous promets qu'on reviendra sur ce plateau avec ce même thème. Peut-être on va demander aux deux ministres. On va demander aux deux ministres à défaut de venir, de nous envoyer. Oui, on va en parler. Le temps nous tacle là. Monsieur Adenika, un dernier mot pour clôturer ce... Non, sérieusement que le gouvernement se penche sur cette question-là. On en parle, mais il y a des vies humaines qui sont en jeu. Il faut qu'on puisse faire quelque chose. Il faut qu'on puisse financer. Et vous parlez de sensibilisation. C'est un tout. Donc moi je dis qu'il faut mettre en place une stratégie pour la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. On vous aura compris. Alain Tossono. Oui, on a parlé beaucoup des zones lacustres. Ce qui se passe là-bas, c'est des zones hydrogéologiquement difficiles où il est, pour avoir des latrines qui répondent aux normes, cela a un coût que les ménages ne peuvent pas supporter. Donc, il faut au moins qu'au niveau de ces zones-là, ces zones lacustres, mais il y a des zones aussi de terre noire où les toilettes ne tiennent pas. Ces ménages ont besoin d'être accompagnés, assistés pour qu'on ait des toilettes aux normes. Donc, je pense que c'est important. Maintenant, pour terminer, c'est que l'hygiène et l'assainissement, il faut sortir de l'approche sectorielle. Je pense que tous les ministres doivent absolument se préoccuper de la question. On ne peut pas faire du tourisme. Il faut une approche holistique. On ne peut pas faire du tourisme sans cela. Les ministres en charge des enseignements dans nos écoles, dans les centres de santé, dans les gares routières. Alain Tossono, le sujet est tellement passionnant, intéressant, mais on n'a pris pas le temps. William Apollinaire Tchoki. Non, c'est vrai qu'on a évoqué qu'un aspect de la situation quand on parle de péril fécal. Moi, ce que je demanderais, si l'État peut faire l'effort de créer une
serait-ce une agence qui se charge de l'assainissement, de l'hygiène, on saura au moins, on sait à qui s'adresser. Aujourd'hui, quand on parle d'hygiène, d'assainissement, on ne sait pas à qui s'adresser, qui est réellement responsable. Voilà, ouais. Allez, merci beaucoup, chers amis. Revenez-nous sur ce plateau. Peut-être le mardi prochain, on va creuser également un autre aspect. Mesdames, Messieurs, voici la transition qui amène Marcel Akhossi sur ce plateau. Ça va être la revue de presse. Marcel Akhossi, à nouveau bonjour. Bonjour de nouveau, bonjour à tous. À la une, meeting interdit au parti Les Démocrates à Abomey-Calavi. L'interdiction d'un meeting du parti d'opposition Les Démocrates à Abomey-Calavi suscite bien évidemment des tensions et des accusations croisées entre les organisateurs et les autorités communales. Alors que Matin Libre et Palmarès rapportent les faits, les versions divergent entre le parti et la mairie, chacun rejetant la responsabilité sur l'autre. Selon Matin Libre, par exemple, ce blocage est perçu par les responsables du parti LD comme une atteinte à la démocratie. Le quotidien rapporte les propos de Guy Mitokpe, porte-parole du parti, qui dénonce une décision arbitraire. Le motif de défaut de formalité avancé par les autorités communales est un alibi. Nous avons rempli toutes les formalités pour pouvoir tenir le meeting de Tampé. C'est triste, a-t-il déploré. Toujours selon le journal, les députés Antonin Honga et Hélène Olo Soumaï considèrent cette interdiction comme une dérive autoritaire du régime. Un jeu de ping-pong entre les démocrates et la mairie. Le quotidien Palmarès met en avant le clash entre la mairie et le parti LD, soulignant que chaque camp rejette la responsabilité sur l'autre. D'un côté, le maire Angelo Arwandino affirme que le parti n'a pas respecté la procédure administrative, ce qui justifierait l'intervention des forces de l'ordre. De l'autre côté, les organisateurs du meeting estiment que tout a été fait dans les règles, un bras de fer qui risque de se poursuivre dans l'opinion publique. Marcel Akhossi, le rayonnement diplomatique du Bénin se retrouve à la une des journaux également. Pendant que le climat politique est sous tension, une autre actualité met en lumière le rayonnement diplomatique du Bénin. Selon La Nation, quotidien de service public, le rapport Henley Passport Index 2025 classe le passeport béninois comme le plus puissant de l'UEMOA et le deuxième dans la zone CEDEAO. Avec 67 destinations accessibles sans visa, il se hisse au 70e rang mondial, une progression notable par rapport aux années précédentes. Cette avancée est saluée par le ministère des Affaires étrangères qui y voit le fruit de la diplomatie béninoise. Ce classement témoigne de la force de la diplomatie béninoise qui se distingue par ses engagements visant à faciliter les échanges humains, économiques et culturels à travers le monde. Le Bénin a notamment signé 2 accords d'exemption de visa avec 6 nouveaux pays en 2024. Sur le continent africain, les Seychelles et Maurice restent en tête du classement, tandis que dans la CEDEAO, seule la Gambie devance le Bénin. Mon cher Marcel, merci pour la revue de presse. On se retrouve demain par la grâce de Dieu, toujours fidèle au poste. Avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de votre émission 5 sur 7 matin. Tout le plaisir a été pour nous. Nous entendons donc mon équipe et moi, chapeauté par Émile Kouenagnon à la réalisation. Merci à tous les autres collègues. On se retrouve demain.